Dans un hangar sans enseigne, aux abords de Ouagadougou, le métal crépite sous les coups de presse hydraulique. En 2024, un pays longtemps dépendant des importations décide de forger ses propres armes. Un paradoxe chiffré, une rupture assumée. Mais pourquoi ce geste industriel, apparemment anodin, bouleverse-t-il autant l'équilibre mondial et le destin d'Ibrahim Traoré ? Car ici, l'indépendance n'est plus un discours, elle devient matière incandescente. Ce projet industriel ne promet pas seulement des armes, mais une bascule d'échelle. L'avantage immédiat pour le Burkina Faso est limpide. Reprendre la main sur sa sécurité, sa dépense et son savoir-faire. En 3 ans, Ibrahim Traoré veut transformer une dépendance chronique en autonomie productive. Et chaque atelier, chaque fournaise devient une preuve que l'Afrique peut concevoir, non seulement consommer. Mais la promesse a un prix. Réussir là où d'autres ont échoué depuis 6 décennies, face à la méfiance des chancelleries occidentales et à la fragilité d'un appareil d'État encore naissant, le risque est total. S'il échoue, le rêve d'indépendance retombera en poussière rouge. S'il réussit, c'est l'ordre mondial de la sécurité qui s'en trouvera fissuré. Et c'est là que réside l'enjeu. Dans la possibilité qu'un capitaine de 34 ans, nommé Ibrahim Traoré, prouve qu'un pays enclavé peut inverser sa propre histoire, non par la guerre, mais par la maîtrise. Les premières images du chantier démentent toutes les prédictions. 5 sites surgissent dans la poussière de Ouagadougou, 5 points lumineux sur une carte qu'aucun investisseur n'avait envisagée. En moins de 18 mois, le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, passe du statut d'importateur à celui de constructeur. Le chiffre clé surprend, 5000 fusils, 2 millions de munitions et 50 drones produits chaque mois. Cette cadence, obtenue avec un budget dérisoire, bouleverse les calculs diplomatiques, car derrière chaque atelier sans enseigne se cache un pan de la souveraineté nouvelle. Petites armes, blindés légers, munitions, drones, formation. Le projet, baptisé officieusement Programme 363, repose sur 3 axes. Autonomie, fiabilité, exportabilité. Chaque machine installée devient un symbole de revanche technique. Pour comprendre ce virage, il faut revenir à l'humiliation accumulée. Pendant des décennies, les armées africaines dépendaient d'autorisations d'achat, de crédits, de livraisons toujours retardées. Cette dépendance était une doctrine, la rupture une hérésie. Lorsque les hélicoptères étrangers observaient sans agir, Ibrahim Traoré tirait la leçon. Une souveraineté qui demande la permission n'existe pas. Son pari naît de là, dans la poussière et la colère. Les observateurs étrangers y voient d'abord une provocation, un caprice nationaliste. Mais les archives et les contrats déclassifiés racontent autre chose. Une architecture de dépendance patiemment entretenue, à coups de bases militaires, de marge à 340%, de clauses de suspension unilatérale. En brisant ce cercle, Ouagadougou ne cherche pas seulement à se défendre, elle cherche à penser par elle-même. La scène d'un ingénieur burkinabé ajustant un canon dans un hangar de fortune devient alors plus qu'une image, une révolution discrète. Et la question ouverte au début trouve un premier écho. Ce projet n'est pas seulement une aventure nationale, c'est un test mondial. Au cœur de cette métamorphose, il y a des visages que les communiqués officiels ne mentionnent pas. Celui de Fatima Zongrana, ingénieure en mécanique revenue de Lyon, résume le changement. Dans l'usine de munitions de Koudougou, elle passe 12 heures par jour à contrôler la densité de l'acier, la tolérance des chambres, la précision au micromètre. Avant, je travaillais pour des entreprises étrangères. Aujourd'hui, je sers mon pays, dit-elle, un sourire fatigué au coin des lèvres. Autour d'elle, des techniciens venus du Nigeria, du Ghana, du Niger, apprennent à calibrer les presses automatiques. Les accents varient, mais le regard est le même. Celui d'une génération qui découvre que la compétence peut être un acte de souveraineté. Ibrahim Traoré a compris cette équation intime. La souveraineté ne se décrète pas, elle se forge. Chaque recrutement de la diaspora est un pari sur l'expertise africaine. Chaque machine importée devient un outil d'émancipation. Sur le terrain, le changement est perceptible. Les salaires tombent à l'heure, les familles mangent mieux, les enfants retournent à l'école. Une économie parallèle apparaît,
nourrie par les ateliers, les transporteurs, les cantines, les imprimeurs d'étiquettes. Dans ce bouillonnement discret, la plus grande victoire n'est pas la fabrication d'armes, mais la reconquête de la confiance. Et c'est peut-être là que tout commence, quand la technique cesse d'être un privilège pour devenir une promesse partagée. Le 15 juillet 2023 marque le véritable basculement. Ce jour-là, un décret présidentiel classé confidentiel défense fixe un objectif inédit, atteindre l'autosuffisance industrielle en 3 ans. Les diplomates, rien. 3 ans pour construire une industrie que d'autres ont mis des décennies à bâtir. Pourtant, dans l'ombre, les chantiers s'activent. Sous le couvert de unités de développement technologique, les premiers hangars sortent de terre. Les permis évoquent l'agriculture, les registres commerciaux parlent d'outillage civil. Mais les fondations, elles, portant les marques d'une ligne de production militaire. Les conteneurs arrivent par train depuis Lomé. Machines agricoles, composants électroniques, moteurs industriels. Les étiquettes mentent, mais le contenu raconte une révolution. Russie, Iran, Chine, Corée du Nord, leurs traces se retrouvent dans les registres d'entrée, mais aucun drapeau n'apparaît sur les sites. Tout est installé par des ingénieurs burkinabés, testés, assemblés, ajustés. Les ateliers s'allument, les presses tournent, les premiers prototypes sortent. Fusil BFA-1, drone SA-1 Falcon, véhicule blindé VAB-1. Chaque modèle porte un marquage identique, fabriqué au Burkina Faso. Les chiffres étonnent, 5000 fusils par mois, 2 millions de munitions, 50 drones. Le taux de rejet, 3%, comparable à certains standards européens. Les manuels sont rédigés en français et en moré, les logiciels de contrôle aussi. Pour la première fois, un soldat burkinabé peut démonter et réparer son arme sans manuel étranger. Dans les rues de Ouagadougou, les camions bâchés deviennent un spectacle silencieux. Les habitants reconnaissent l'odeur du métal chauffé, voient les ouvriers sortir couverts de poussière d'acier, ils comprennent sans qu'on leur dise « la souveraineté a changé de visage ». Les salaires circulent, les familles se nourrissent, les marchés reprennent vie. Autour des usines, des commerces surgissent. Boulons, transport, restauration, impression. La production militaire devient un moteur social. Juin 2024. Un bataillon de 800 soldats défile, équipé uniquement de matériel national. Ibrahim Traoré lève un fusil estampillé Burkina Faso. L'image parcourt le continent. Les télévisions africaines parlent de renaissance industrielle. Les chancelleries occidentales, elles, d'un risque de prolifération. Mais le message est passé. Avant, on attendait l'autorisation. Désormais, on forge l'autorité. Et ce glissement, plus que les armes elles-mêmes, redéfinit l'histoire d'un pays qui apprend à se défendre en se construisant. Le premier indicateur tangible du basculement est économique. Entre 2002 et 2024, les importations d'équipements militaires du Burkina Faso chutent de 73%, soit près de 200 millions de dollars réinjectés dans l'économie nationale. Ce delta budgétaire se traduit directement en emploi. Plus de 12 400 postes directs dans la défense et 45 000 indirects via les services et la logistique. Même les institutions financières, longtemps sceptiques, reconnaissent désormais ces chiffres. Les recettes fiscales internes augmentent de 18%, tirées par les taxes de la chaîne industrielle locale. Autre repère, la production de munitions. Avant la réforme, un stock couvrait 3 semaines d'opération. Depuis juillet 2024, la capacité atteint 6 mois d'autonomie logistique. Cette donnée est capitale. Aucune pression extérieure ne peut désormais immobiliser l'armée burkinabé. Chaque tonne d'acier, produite localement, devient une unité de mesure de la souveraineté. Dans les usines de Kouougou, les ingénieurs affichent leurs graphiques de rendement comme des drapeaux. Plat à 42% sur un trimestre. Leurs procédures, rédigées en interne, remplacent les anciens manuels importés. Aucune licence étrangère, aucune autorisation d'usage. Les techniciens conçoivent, traduisent, améliorent un cycle complet d'autonomie. Les experts européens, anonymement, parlent d'un niveau équivalent à celui de leurs standards des années 1990. Les chiffres racontent la rigueur. Les visages, la détermination, l'effet macroéconomique se propage. Le ministère des Finances calcule un effet multiplicateur de 2 au 7. Chaque dollar investi dans le programme de défense génère 2,7 $ d'activité secondaire. Métallurgie, transport, électronique, maintenance.
toute une économie de compétences renaît. Le fer extrait localement, autrefois exporté à bas prix, est désormais fondu, laminé, transformé sur place. La résistance de l'acier national atteint 94% de celle des alliages importés, un écart qui se réduit chaque mois. Ce métal, qui équipe canons et blindages, devient le symbole de la revanche industrielle africaine. Le programme 363 prend ainsi une dimension mesurable. 3 objectifs, 36 mois, 3 indicateurs, autonomie, fiabilité, exportabilité. Les économistes parlent d'une croissance structurelle, non conjoncturelle. Les chiffres prouvent que la souveraineté n'est plus un slogan, mais un processus industriel quantifiable. Et si Ibrahim Traoré insiste sur ces bilans, c'est parce qu'il sait que les statistiques ont plus de poids que les discours. Chaque pourcentage gagné est un pas vers l'indépendance réelle. Le Burkina Faso, en moins de 2 ans, a appris à transformer le métal, à former ses ingénieurs, à financer sa propre défense. Les données sont là, froides, vérifiables. Mais derrière elles se cache une question. Jusqu'où cette logique d'autonomie peut-elle s'étendre sans se heurter aux forces extérieures ? Les critiques occidentaux avancent 2 arguments majeurs. Le premier, fabriquer des armes dans une zone d'instabilité reviendrait à jeter de l'huile sur le feu. Selon eux, la militarisation du Burkina Faso aggraverait les tensions sahéliennes et nourrirait la prolifération. Le second, chaque fusil produit serait une école non construite, chaque drone un hôpital manquant. Ces arguments semblent logiques, vus de Paris ou de Washington, mais confrontons-les aux faits. Depuis l'autonomie industrielle, les pertes liées au manque d'équipement ont chuté de près de 40%, selon les rapports internes de l'armée. Les opérations anti-insurrectionnelles dans le Nord sont menées sans appui logistique étranger. Ce n'est donc pas l'abondance d'armes qui crée la stabilité, mais la maîtrise de leur usage. Le contrôle civil, assuré par des inspections trimestrielles publiques, empêche la dérive opaque redoutée par les observateurs. Quant à l'argument économique, il s'effondre face aux données. La filière défense est devenue un moteur fiscal et un bassin d'emploi. Les impôts collectés financent justement les infrastructures éducatives et sanitaires que l'on prétend sacrifier. Ibrahim Traoré résume ce paradoxe d'une phrase. L'arme que nous forgeons n'est pas contre le monde, elle est contre la dépendance. En d'autres termes, la souveraineté ne consiste pas à produire pour dominer, mais à apprendre pour ne plus subir. C'est une leçon que beaucoup d'analystes refusent de voir. L'autonomie industrielle n'est pas une menace géopolitique, c'est une condition de maturité politique. Dans cette perspective, la défense cesse d'être un gouffre budgétaire et devient un catalyseur de compétences. Le débat reste ouvert, mais une évidence s'impose. Le Burkina Faso n'a pas choisi la guerre. Il a choisi la connaissance. Une phrase claque. Nous cesserons de demander. Cette déclaration, prononcée par Ibrahim Traoré lors de son discours du 30 septembre 2022, marque un tournant. Derrière sa brièveté se cache un changement de paradigme. La souveraineté ne s'implore plus, elle s'organise. En ce milieu de récit, tout bascule. Ce que le monde prenait pour un projet isolé devient un mouvement régional. Dans les réunions fermées de l'Alliance du Sahel, les officiers du Mali et du Niger signent des protocoles de coopération, mutualisation des savoir-faire, échange de plans, standardisation des calibres. Ce réseau, baptisé African Defense Consortium, n'est plus une idée. C'est une réalité industrielle et politique. Les ingénieurs burkinabés, maliens et nigériens partagent désormais un même langage, celui de la compétence partagée. Chaque schéma transmis, chaque fichier d'alliage échangé érode un peu plus la dépendance collective. Et derrière ce glissement silencieux, une vérité se dessine. La souveraineté n'est plus un privilège national, mais une contagion d'autonomie. Les conséquences de cette transformation dépassent la sphère militaire. Sur le plan économique, le Burkina Faso connaît un effet d'entraînement inédit. Les zones industrielles de Ouagadougou et de Koudougou attirent plus haut de 600 PME, ateliers mécaniques, fournisseurs d'énergie, transporteurs, entreprises de logistique. Le tissu productif s'épaissit, les revenus fiscaux progressent de 18%, l'investissement intérieur brut de 2,3 points. Les programmes de formation technique relient désormais universités et usines, créant un flux continu de main-d'œuvre qualifiée. Sur le plan social, une mutation profonde s'opère. Dans les marchés de la capitale, les conversations ont changé. On ne parle plus seulement de prix
ou de pénurie, mais de projet. Mon fils veut devenir ingénieur, dit une mère dans le quartier de Tampuy. La souveraineté n'est plus une idée abstraite, elle devient une pratique quotidienne. La fierté remplace la résignation. Sur le plan politique, la posture internationale du pays se modifie. Les chancelleries occidentales oscillent entre sanctions et offres de coopération. La Russie et la Chine y voient une opportunité stratégique, flairant un marché émergent. Mais au-delà des rivalités, un fait s'impose. L'Afrique parle désormais d'égal à égal. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme périphérique, devient un modèle observé. Les voisins songent à reproduire la trajectoire. La Guinée, le Tchad, le Niger. Sur le plan psychologique, enfin, un basculement se produit. Les sondages du ministère de la Défense montrent une hausse de 41% de la confiance envers l'État. Le sentiment d'humiliation postcoloniale s'effrite. Voir un fusil estampillé fabriqué au Burkina Faso équivaut à un manifeste d'existence. Les jeunes recrues affluent, motivés non par la solde, mais par l'idée de participer à un projet national tangible. La défense devient filière d'apprentissage, et l'apprentissage vecteur d'emploi. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres sont des symboles. Chaque emploi créé, chaque tonne d'acier produite, chaque drone assemblé traduit la reconquête de la dignité. Et derrière les courbes économiques se lit une révolution tranquille, celle d'un peuple qui, après des décennies d'attente, forge enfin sa propre autorité. 3 trajectoires se dessinent pour les 12 prochains mois. Le scénario de base prévoit la consolidation. Le Burkina Faso stabilise sa production à environ 6000 fusils et 3 millions de munitions par mois, tout en renforçant son alliance avec le Mali et le Niger. Les lignes de production atteignent leur capacité optimale, les audits publics confirment la transparence et la croissance industrielle reste autour de 85%. Dans ce cas, le modèle devient durable. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une filière. Le scénario optimiste imagine un élargissement du consortium. La Guinée et le Tchad rejoignent la coopération régionale. Les volumes franchissent le cap des 10 000 armes mensuelles et les premiers contrats d'exportation interne sont signés. Les revenus dégagés financent la recherche, les infrastructures et l'énergie, créant un effet de levier industriel sur tout le continent. Dans cette hypothèse, la perception internationale évolue. L'autonomie africaine passe du statut de menace à celui d'opportunité économique. Ibrahim Traoré deviendrait alors plus qu'un chef d'État. Il deviendrait un catalyseur continental. Enfin, le scénario pessimiste repose sur la réaction du monde extérieur. Un blocus technologique ou financier pourrait ralentir la cadence. Certaines pièces importées seraient bloquées, les coûts exploseraient, la production stagnerait. Dans ce cas, le discours de souveraineté risquerait de se heurter à la réalité des dépendances invisibles. Les tensions internes augmenteraient, offrant un prétexte à la déstabilisation par des acteurs extérieurs. Mais quelle que soit la voie, une conclusion demeure. La véritable indépendance ne se mesure pas à ce qu'un pays fabrique, mais à ce qu'il comprend. Et si le Burkina Faso continue d'apprendre, d'intégrer et d'améliorer, alors même le scénario le plus prudent cache une victoire, celle de la compétence acquise. Au-delà des chiffres et des usines, cette histoire touche à une fibre universelle, celle du pouvoir d'agir. Car ce que forge Ibrahim Traoré n'est pas seulement une industrie, c'est un imaginaire. Dans chaque foyer burkinabé, l'idée de souveraineté a cessé d'être une abstraction pour devenir une habitude, presque un réflexe. On parle désormais de faire, non plus de attendre. Les enseignants évoquent le moment où nous avons cessé de dépendre. Les étudiants, eux, voient dans cette aventure une preuve concrète que la compétence libère. Même ceux qui critiquent le projet reconnaissent qu'il a redonné au pays un sentiment de direction. C'est une révolution silencieuse, mais contagieuse. Le spectateur étranger, qu'il soit africain ou non, s'y reconnaît aussi. Qui n'a jamais rêvé de se libérer d'une dépendance imposée ? Cette question traverse les frontières et transforme le récit burkinabé en miroir collectif. Elle rappelle qu'une nation ne se reconstruit pas sur le ressentiment, mais sur la maîtrise du geste. Et derrière chaque image d'ouvrier, chaque plan d'usine, se lit la même leçon. L'émancipation commence toujours par un savoir-faire. Dans cette lumière, le modèle Traoré dépasse la géopolitique pour toucher à la pédagogie du possible. Car apprendre à produire, c'est apprendre à exister. Et c'est là sans doute que réside la part la plus inspirante de cette histoire, celle d'un peuple qui découvre que la souveraineté n'est pas donnée, mais transmise.
Pour transformer l'élan en structure durable, le gouvernement burkinabé a formalisé un plan en 5 étapes, sobrement nommé Programme 363. 36 mois pour 3 objectifs: autonomie, fiabilité, exportabilité. La première étape consiste à structurer la gouvernance industrielle. Chaque site de production est désormais codirigé par un trio: armée, ingénieurs civils et inspection indépendante. Les audits trimestriels sont publics, garantissant la traçabilité des flux et la transparence des composants. Ensuite, renforcer la compétence locale. Des bourses sont attribuées à 1000 étudiants d'ici fin 2025 dans les domaines de la métallurgie, de l'automatisation et de la cybersécurité industrielle. Le succès ne se mesure plus par le diplôme, mais par l'intégration professionnelle. Puis, diversifier la production. 20% de la capacité des usines est allouée aux biens civils, outils agricoles, batteries, pièces mécaniques. Ainsi, la défense devient moteur transversal et catalyseur d'innovation. De plus, sécuriser les alliances. Le African Defense Consortium établit des normes communes et mutualise la maintenance. Chaque échange de données renforce la résilience régionale. Enfin, ancrer la transparence économique. Les budgets, les taxes et les contrats d'approvisionnement sont publiés, instaurant une responsabilité nouvelle dans la gestion publique. Cette méthodologie transforme la souveraineté en système mesurable. Et pour Ibrahim Traoré, c'est là le véritable héritage. Un modèle d'autonomie reproductible, rigoureux, ouvert à la coopération. Dans la chaleur des ateliers, la silhouette de Fatima Zongrana réapparaît. Ses mains couvertes de poussière d'acier, ses gestes précis, son regard calme, tout résume la trajectoire du pays. Autour d'elle, le vacarme des presses ressemble à une respiration collective. Ce n'est plus seulement le métal qu'on façonne, mais une conviction. Ibrahim Traoré le sait, la souveraineté n'est pas un monument qu'on érige une fois, mais un effort qu'on entretient chaque jour. Dans chaque tonne d'acier produite, il voit une promesse tenue, une dette rachetée envers l'histoire. Le Burkina Faso, autrefois spectateur de sa propre dépendance, devient acteur de son destin. Le bruit des machines, que certains entendent comme celui des armes, est en réalité celui d'une renaissance. Et quand le silence retombe, il ne reste qu'une phrase simple, murmurée parmi les étincelles. Nous avons cessé de demander. 8 mots pour résumer une révolution entière. L'histoire du Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, ne se clôt pas sur un triomphe, mais sur une invitation. Car cette souveraineté forgée dans le feu des ateliers interroge chacun. Que faisons-nous de notre propre dépendance ? Derrière les chiffres et les discours, il y a un principe transmissible, celui d'un peuple qui a choisi la compétence plutôt que la plainte. Sur les réseaux africains, le mot-clé M'African Arsenal continue de circuler. Mais au-delà de la tendance, il traduit une conscience partagée. La souveraineté n'est pas une frontière, c'est une discipline. Un savoir qui s'enseigne, se partage, se perfectionne. Et si le Burkina Faso a montré qu'un petit État peut se réinventer, alors peut-être que d'autres suivront dans l'agriculture, l'énergie ou la santé.